Alors, on passe aux événements proprement dits. En 1944, le chef de police d'une petite ville nommée Maril a mis en prison le paysan Shobei Yasuda, qui menaçait des morts les Japonais qui cultivaient la menthe et le ver à soie. Selon Yasuda, ces cultures visaient à aider les Alliés dans leurs efforts de guerre. Donc, cultiver la menthe aidait les Alliés. Le ver à soie servait, selon lui, à la fabrication de parachutes. Tandis que, toujours selon Yasuda, la menthe ajoutée à la nitroglycérine augmentait de 300 fois la puissance des explosifs. Donc, j'ai donné à une lectrice qui m'a demandé « Est-ce que ces informations sont correctes ?» J'ai dit « Non, c'est de la pure imagination de M. Yasuda. Penser que la menthe allait devenir un puissant explosif. » M. Yasuda faisait partie d'une organisation clandestine qui avait mis le feu à plusieurs champs de menthe et de production de ver à soie. La violence des nationalistes, entre guillemets, augmentait visiblement contre les traîtres, entre guillemets, qui continuaient à produire ces matières premières. Donc, il commençait à avoir une division à l'intérieur de la communauté japonaise, entre les nationalistes et les traîtres. Enveloppés dans un délicat cocon de fil de soie, des millions de larves d'œufs disparaissaient ainsi en quelques secondes sous l'effet des flammes. Durant leur investigation, les policiers entendaient souvent parler de quelqu'un auquel les Japonais se référaient comme l'admirable colonel Kikawa. Le commissaire pensait avoir affaire à une sorte de Gengis Khan, mais il s'est retrouvé face à un sexagénaire de 1,50 m de hauteur, fragile et très différent en apparence de l'implacable colonel Kikawa dont parlait la communauté avec admiration. Junji Kikawa, 67 ans, était né dans la ville de Niigata. Issu d'une famille pauvre, il s'était inscrit dans l'armée pour échapper au taux de chômage catastrophique qui régnait dans son pays à cette époque. Membre brillant de l'académie militaire, énergique et méthodique, fidèle aux plus rigides traditions, Kikawa avait rencontré deux âmes sœurs dans l'armée, le colonel Jinzaku Wakiyada et le capitaine Kiyo Yamauchi. En 1933, à l'âge de 55 ans et père de 7 enfants, il a décidé d'émigrer au Brésil. Il a convaincu ses amis Yamauchi et Wakiyama, âgés respectivement de 66 et 62 ans. Donc ils n'ont pas émigré jeunes. De l'accompagner dans la réalisation de ce qui était le rêve brésilien. D'autres militaires sont venus avec eux. Au Brésil, il s'est établi dans la capitale avec un commerce de nettoyage à sec. Il était très populaire auprès de ses compatriotes en raison de son talent comme récitant de Noh, le théâtre Noh. Face à la police, il a reconnu être l'auteur de centaines de pamphlets intitulés « L'idée de Kikawa ». Ils étaient régulièrement distribués dans plusieurs villes de l'intérieur et dans la capitale. Dans sa réflexion, il défendait la soumission inconditionnelle de la colonie à l'empereur Hirohito et l'obéissance du Yamato Damashi. Il a passé 14 mois en prison dans l'attente de son procès. Dans l'attente. Il a finalement été libéré en novembre 1945. Vers la fin de la guerre, ils ont libéré. En prison, il a consolidé son leadership, il a continué à travailler au sein de la mouvance nationaliste de la colonie. Le but de la pensée de Kikawa était le suivant, je cite,
en finir avec le désordre qui régnait dans la communauté japonaise du Brésil depuis qu'elle s'était retrouvée orpheline à la suite de la rupture des relations entre les deux pays. Donc, rupture diplomatique, les consuls et ambassadeurs sont retournés au Japon et les Japonais se sont sentis complètement isolés, ensuite en plus ennemis, entourés d'ennemis et divisés, puisqu'ils n'étaient pas toujours du même avis. Les mots du colonel redonnaient de l'espoir à la colonie, un espoir perdu durant la guerre. Il parlait de nationalisme et il rappelait qu'il était possible de réaliser un rêve, le retour au Japon. Donc du rêve brésilien, ils ont passé au rêve du retour au Japon. En 1945, la guerre avait pris fin. Les Américains ont décidé de maintenir Hirohito sur trône sous condition. Entre autres, les Japonais pétrifiés ont écouté l'allocution de l'empereur qui reconnaissait être fils de deux êtres humains et non issus d'une divinité. Ça veut dire que les Américains, ils ont pensé à enlever la royauté, ils ont fait quelques compromis, je pense que ça arrangeait finalement les Américains, mais entre autres, il y a eu cette fameuse allocution, ils ont dit un peu ce que l'empereur devait dire. Donc la vérité a été imposée par les vainqueurs. Ça, ce n'est pas étonnant. L'empire rêvé par les Japonais, celui de la Grande Asie orientale, ce qu'ils nommaient l'émancipation de l'Asie orientale, ce rêve s'était évanoui. Dans ce cas, l'émancipation devenait synonyme de domination japonaise. Tout le monde le savait, sauf le sage et juste colonel Kikawa au Brésil. Les Japonais savaient de ça, mais pas les Japonais du Brésil. Ils étaient entre autres privés de radio. Au moment de quitter la prison, un des interprètes de la police lui a demandé « Vous êtes triste de la défaite du Japon ?» Et Kikawa a répondu sereinement « Mais le Japon n'a pas été vaincu, le Japon a gagné la guerre. » Les policiers ont éclaté de rire. Mais le chef de police ne riait pas. Il soupçonnait l'ex-militaire de ne pas être uniquement un vieux en proie au délire. Il avait remarqué l'émergence à São Paulo d'un mouvement nippon bizarre qui se réjouissait de la victoire de l'Empire et qui enflammait l'ensemble de la colonie. Au sein de la communauté, il était difficile de trouver quelqu'un qui croyait que le Japon avait perdu la guerre. La minorité qui acceptait la version officielle se taisait en public pour ne pas être accusée de trahison. Donc les quelques Japonais qui acceptaient la défaite, ils se taisaient. La fin de la guerre avait donc polarisé la colonie. D'un côté, une minorité de makegumi, ou défaitistes. C'était un groupe économiquement et culturellement plus riche, intégré, parlant portugais et qui ne rêvait plus de rentrer au Japon. À l'extrême opposé, la majorité de la communauté qui se nommait Kashigumi ou patriotes et qui était composée de paysans, de petits commerçants et d'ex-militaires qui rêvaient de retourner au Japon. Les Kashigumi défendaient la théorie de la victoire en se fondant sur un argument incontestable. En 2600 années, le Japon n'avait jamais perdu une guerre. En cas de défaite, le monde aurait été témoin de la mort honorable de 100 millions de Japonais qui se seraient suicidés collectivement à la suite du geste de l'empereur lui-même. Avec étonnement, la police a mis la main sur un faux document identique à un original du ministère de la Maison impériale. Ce document, signé entre guillemets par Hirohito, disait que les forces terrestres et maritimes poursuivaient leur objectif de guerre. Le timbre impérial
avait été confectionné par un Kashigumi. Des milliers de copies étaient vendues dans la colonie en guise de preuve que la guerre n'était pas terminée. En fait, ce qui s'est passé, c'est que lorsque la guerre s'est terminée, les Japonais, les Kashigumi, se sont dit « ça devient insupportable cette propagande américaine. Tout le monde est en train de dire que le Japon a perdu la guerre, que les Américains ont gagné la guerre. Donc il faut faire quelque chose. » Et ils ont commencé à faire des choses. Ça veut dire une contre-propagande. La communauté commençait à être envahie par ce que nous appelons aujourd'hui de fake news. Quelques makegumi ont pourtant publié dans un journal une page visant à informer la communauté de la triste issue de la guerre, dans l'espoir d'en finir avec ce fanatisme qu'ils considéraient comme honteux. 7 Japonais ont signé cette lettre, dont Jinzaku Wakiyama, l'âme sœur du colonel Kikawa. Le colonel a eu le sentiment qu'un sabre lui avait traversé le cœur. Wakiyama était le plus haut gradé militaire au Brésil. Donc, ce n'est pas de la fiction, ça. Ce sont des écrits que Fernando de Moraes a trouvés, puisque Kikawa, il faisait, et la plupart des Japonais, ils écrivaient un peu leur mémoire à la fin de chaque jour. C'est une des traditions qu'ils avaient. Wakiyama et Kikawa étaient encore très proches en 1942, lorsqu'ils avaient créé la Shindo Renmei, l'association clandestine dont la traduction c'est « Ligue du chemin des sujets de l'Empire ». Durant 3 ans et demi, la police n'a pas eu le moindre soupçon de l'existence de cette association clandestine. Au moment de la déroute de l'organisation, elle s'étendait sur 64 communes, elle comptait 160 000 contributeurs et sympathisants, et l'association brassait tous les mois l'équivalent de 500 000 $. Tout ça clandestinement, sans que les Brésiliens se méfient. Après la fin de la guerre, ils sont arrivés à la conclusion que la propagande américaine était écrasante. Ils entendaient partout les rumeurs concernant la défaite de l'Axe. Cela renforçait leur rêve de retour en masse à la grande Asie orientale, cette nouvelle patrie qui ferait suite à la victoire sur les Alliés. En réaction à la propagande américaine, la propagande de la Shindo devait donc s'intensifier. C'est ainsi que les dirigeants du mouvement ont appris que dans la commune de Bastos, le président de la coopérative locale, Ikuta Mizobe, essayait de convaincre ses compatriotes que le Japon avait perdu la guerre. La Shindo n'a pas hésité à condamner à mort celui qui osait nier la victoire japonaise. Et les compagnons ont averti à ce cœur sale qu'il devait nettoyer le coup. Donc, elle m'a demandé d'expliquer un peu ça. Je vous explique. Les cœurs sales, c'était les défaitistes, ils avaient le cœur sale, et ils devaient nettoyer le coup parce que c'était lorsque un Japonais disait « tu dois nettoyer le coup », ça veut dire « tu es condamné à mort ». Pourquoi nettoyer le coup? Il devait nettoyer le coup pour ne pas salir le sabre qui allait lui couper le cou. La police ne pouvait pas s'occuper des délires d'une bande de Japonais déséquilibrés, entre guillemets. Car en 1946, ce fut aussi la chute du gouvernement Vargas. Et au même moment, la communauté japonaise était envahie par des faux documents et des menaces écrites en japonais étaient envoyées aux défaitistes. Les Makegumi demandaient de plus en plus l'autorisation de porter des armes pour se défendre des Kashigumi. Ça se préparait une guerre à l'intérieur. Le 2 avril 1946, un chef de police a été réveillé tôt le matin pour enquêter sur une tentative de meurtre à l'encontre d'un Japonais. Il n'avait pas commencé son interrogatoire qu'un enquêteur a fait irruption, tout essoufflé dans la salle, pour informer que 5 Japonais avaient tué l'entrepreneur Chusaburo Nomura. Le commissaire a aussitôt fait appel à tous les policiers disponibles,
car ils redoutaient le début d'une tuerie. En fait, la tuerie avait déjà commencé. La première victime de la Shindo était tombée un mois plus tôt à Bastos. Il s'agissait de Ikuta Mizobi, directeur de la coopérative agricole de la ville. Mizobi vivait dans une ville de 9000 habitants, dont 7000 étaient japonais et 3500 contribuaient pour les coffres de la Shindo Renmei. Les commerces arboraient des plaques en japonais, les joueurs des clubs de baseball étaient japonais, et même les militaires de l'armée brésilienne étaient des fils de la première génération d'immigrants. Vous verrez, ensuite je vous ferai tourner, il y a les photos ici, vous verrez les photos des Japonais avec l'uniforme des jeunes Japonais de 20 ans, en fait des fils de Japonais, ils étaient déjà brésiliens, avec l'uniforme de l'armée brésilienne. C'est aussi dans cette ville qu'était née la première radio émise par la Shindo, radio clandestine bien sûr. Voici quelques extraits des nouvelles que la police locale sidérée a pu capter sur les ondes de cette radio clandestine. Nouvelle venue d'Allemagne. Le président des États-Unis, Harry Truman, a été incapable de répondre au peuple américain sur la fin de la guerre. Le peuple révolté a chassé Truman, qui s'est exilé au Canada. Notre nouvelle. Le Japon a nommé le nouveau président des États-Unis, le colonel Lindenberg. Nôtre. Le Premier ministre Winston Churchill a disparu à la suite de la victoire japonaise. Encore une. MacArthur s'est suicidé. Une autre. La rumeur qui annonce la défaite du Japon vient des Juifs de Rio qui s'enfuient vers São Paulo car la population de Rio est au courant de la victoire du Japon. Et encore une. Le ministre de l'armée du Brésil se dirige à Tokyo pour signer la capitulation inconditionnelle. On attend à Tokyo les représentants de 46 nations pour faire de même. Donc le Japon a vaincu le monde. Et ça, ce n'est qu'une partie du journal de la radio de la Shindo. Donc, les fous et délirants de ce groupe sont désormais considérés comme des terroristes. Lorsqu'ils ont commencé à tuer, ils ont cessé d'être des fous et délirants pour être considérés comme des terroristes. Tous les indices menaient à une grande maison, située dans la ville de São Paulo. La police a envahi les lieux et a trouvé 11 Japonais sereins et non armés. Il y avait des salles pour s'entraîner au judo, un laboratoire photographique. Ils ont trouvé des lettres de menaces, des listes noires, des photomontages. La presse brésilienne s'extasiait sur l'exotisme des leaders de la Shindo Renmei. Les journaux ont annoncé en grandes lettres l'existence d'un Ku Klux Klan nippon. Les rédacteurs s'étonnaient de constater que des hommes honnêtes pouvaient se transformer en assassins. La police a exposé des fausses éditions de la revue Life dans lesquelles les légendes des photos étaient remplacées par d'autres annonçant la victoire du Japon, et aussi des timbres de la poste japonaise célébrant la victoire. Donc ils prenaient la revue Life, qui avait MacArthur à côté de l'empereur, et ils changeaient les sous-titres, ils mettaient des sous-titres en japonais, et en disant « MacArthur vient de se rendre à l'empereur Hirohito ». La Shindo a monté des bataillons de Tokotai, prêts à mourir pour la famille impériale. Les Tokotai, ce sont des tueurs. Tuer les traîtres n'était pas considéré comme un crime, mais comme un travail de nettoyage, entre guillemets, de la colonie. L'organisation ne s'attaquait pas aux Brésiliens et ne manifestait pas de ressentiment vers eux.
Parmi les 3 premiers cœurs sales condamnés à mourir, il y avait M. Shibata Miyakoshi en guise de preuve du caractère implacable, entre guillemets, du colonel Kikawa, qui était un grand ami de Miyakoshi depuis le Japon. Un détail a perturbé les Tokotai. La belle maison de Miyakoshi se situait à quelques mètres d'une des maisons les plus surveillées de São Paulo, la maison du comte Matarazzo, l'homme le plus riche du Brésil. Les samouraïs maladroits ont opéré un demi-tour au milieu de la nuit. Les fiascos se sont succédés les uns après les autres en raison de l'amateurisme de ces guerriers improvisés. Une espèce d'armée de brancaleoni qui repérait l'adresse des victimes à la dernière minute en consultant le bottin téléphonique. On ne comptait aucune femme dans l'organisation parmi les 2000 Japonais que la police avait mis en prison. À cette question, tous répondaient la même chose. C'est une affaire d'hommes. Les femmes restent à la maison. Mais alors que la police pensait avoir mis derrière les barreaux la direction de l'organisation, la Shindo a repris le combat. 3 Makegumi de la ville de Marilia ont blessé par balle des militants. Le 8 mai, Kikawa a été capturé encore une fois. Il avait vieilli et était hémiplégique. Pour compliquer l'affaire, la police a découvert l'existence d'une fausse monnaie. Le marché d'échange présentait une anomalie. Un tsunami de yens avait été versé à São Paulo. Il y avait de vrais billets qui circulaient à côté de falsifications grossières. Le talent de la Shindo Renmei faisait qu'une monnaie qui ne valait plus rien sur le marché international jouissait d'une valorisation euphorique au Brésil. Pour réaliser leur rêve de retour au Japon, des milliers de Japonais, stimulés par la prétendue victoire de leur pays, achetaient de la monnaie, faisant ainsi monter la cotation. Des bandes d'escrocs achetaient des yens au kilo à l'étranger pour les revendre au Brésil avec un bénéfice de 300%. D'autres se simplifiaient la vie et imprimaient directement des billets à São Paulo. La police a mis la main sur des mystérieux billets de dollars imprimés qui comportaient en haut le nom de l'émetteur, The Japanese Government. Ces dollars, florins et pesos émis par le gouvernement japonais constituaient la preuve indiscutable que le Japon dominait le monde. La mégalomanie arrivait à son comble. L'implacable colonel Kikawa avait désigné son prochain Makegumi à être éliminé. Son ancien ami de l'armée au Japon, le colonel Jinzaku Wakiyama, l'un des fondateurs de la Shindo. 4 Tokotai se sont présentés chez Wakiyama. Sa femme leur a ouvert la porte. Shinpei Kitamura n'a pas attendu la fin de la phrase du colonel. Il a tiré sur sa poitrine. Wakiyama est tombé mort sous les regards terrifiés de sa femme et de son fils. Les attentats se sont répandus de la grande ville vers l'intérieur de l'État. Après quelques doses de cachaça, Nobuo Sato s'est adressé à Goichi Mori et lui a dit « Tu gagnes pas mal d'argent, n'est-ce pas? Combien les Américains te payent par mois ?» Le jour suivant, 5 Tokotai ont assommé Goichi et son beau-frère. Parfois, les Tokotai se montraient moins performants. 3 militants sont ainsi allés dans un petit village pour tuer un défaitiste, Tominaga, dont ils ne connaissaient même pas le prénom. Ils sont arrivés dans une maison où 4 hommes et une femme discutaient tranquillement. Ils se sont adressés à la femme pour qu'elle désigne Tominaga et elle a montré un homme fort, assis. C'était son mari. Ils ont commencé à tirer, mais les 4 hommes étaient des judokas expérimentés. Ils ont sauté sur les terroristes et les coups de feu sont partis en toutes les directions. Un homme est retrouvé gisant par terre, un poignard a déchiré le bras d'un autre, le sang coulait partout et les Tokotai se sont finalement enfuis, tous couverts d'hématomes. Humiliés, ils avaient exécuté un homme par erreur. Il s'agissait d'un ami de la famille Tominaga.
Donc, en raison de l'évolution de cette guerre interne, l'opinion publique brésilienne a commencé à émettre de sérieuses critiques à l'encontre des émigrés japonais. Le gouvernement pauliste a donc décidé de mettre fin aux activités de la Shindo Renmei. Rien ne pouvait changer l'attitude des Kashigumi face à ceux qu'ils considéraient comme de la propagande américaine pour casser le moral des Japonais. Les rumeurs disaient que les fanatiques de la Shindo allaient se retourner contre les Brésiliens. Les Tokotai ont commis un attentat à la bombe dans la maison de l'ingénieur Yutaka Abe. Le fracas a réveillé la ville d'Oswaldo Cruz. Le climat de révolte chez les Brésiliens était extrême. 40 hommes armés ont ouvert la chasse aux Japonais. Une bagarre a tourné au lynchage. La violence collective a explosé lors de la froide journée du 31 juillet 1946. C'était devenu un conflit des Brésiliens contre les Japonais. La ville a vécu un cauchemar avec le déferlement des pires instincts. On pouvait voir des Japonais en sang dans tous les recoins, des scènes dignes d'un champ de bataille. 49 personnes ont été hospitalisées avec des blessures graves. Par miracle, il n'y a eu aucun mort. Donc les crimes perpétrés par la Shindo ont eu pour conséquence l'introduction du thème des Japonais à l'Assemblée à travers la question migratoire. La gauche et la droite ont créé une union haineuse contre les Kashigumi. Lorsque le débat est arrivé au niveau des députés et des sénateurs, l'organisation agonisait déjà. À la suite d'une politique d'emprisonnement massif menée à l'encontre des Japonais avec presque 30 000 personnes mises derrière les barreaux. La répression a été tellement sévère que pour la première fois, 5 femmes japonaises ont également été mises en prison. Le directeur de la prison a remarqué les compétences des prisonniers. En quelques semaines, ceux-ci ont commencé à cultiver des légumes, à élever des poulets, des cochons et à pêcher. Un laboratoire photographique a été installé en prison. Au cours du deuxième trimestre de 1946, les blessures se sont cicatrisées et l'affaire ne semblait plus intéresser les Brésiliens. C'était le début de l'oubli. Cependant, les 15 000 enfants d'immigrants japonais âgés de plus de 18 ans, dont des électeurs, commençaient à intéresser les politiciens. En 1946, Junji Kikawa a été libéré. La Shindo est entrée en politique par les urnes. Avec le déclin de la Shindo, les anciens Tokotai avaient un souci supplémentaire, supérieur à celui de répondre à la justice, d'échapper aux mains des Makegumi, prêts à faire eux-mêmes justice. Durant son existence, la Shindo Renmei a tué 23 personnes et blessé 147. La justice a enregistré l'accusation de 381 personnes. En 1946, le président Dutra a expulsé 80 immigrants qui ont fait recours. En 1956, le président Kubitschek a amnistié ceux qui étaient encore en prison. En octobre 2000, 3 Tokotai étaient encore vivants. Un propriétaire d'un magasin de vélos et 2 retraités. Un dernier Tokotai avait changé d'identité et vendait des équipements vidéo. Conclusion. La caractérisation d'un délire implique une pathologie et la supposition d'une vérité liée à une réalité. L'établissement de cette vérité dépend de 2 facteurs, l'imposition par la force et l'expérience. Le terrain nécessaire à la manifestation du délire dans la colonie nippo-brésilienne était le résultat de l'isolement des Japonais par rapport à leur culture d'origine et de leur isolement relatif au sein de la culture environnante. L'imperméabilité relative de la communauté japonaise qui redoutait l'assimilation était proportionnelle et réciproque à la discrimination exprimée par la culture brésilienne dominante. Cette tension chronique est devenue une crise aiguë avec le déclenchement de la guerre et le développement d'un antagonisme entre le Brésil et le Japon.
Cet antagonisme a encore plus divisé la collectivité nippo-brésilienne qui se trouvait menacée de perdre l'habitus d'origine. Le renforcement de l'identité originelle était le signe même de l'agonie de cette même identité. Ce récit soulève des questions très actuelles. La polarisation d'une communauté, la revendication nationaliste, la production des théories du complot et la propagation des fake news en guise de propagande, et la violence en réponse à la violence. Je me permets de vous poser d'ores et déjà quelques questions pour lesquelles je n'ai pas trouvé de réponse satisfaisante. Quelles sont les conditions nécessaires pour définir un délire collectif et en conséquence l'établissement de la vérité? Quelle serait la différence entre action délirante collective et terrorisme? Comment expliquer que la colonie japonaise, après le traumatisme subi par la brutalité brésilienne, se soit retournée contre elle-même sans aucun moment commettre, presque aucun, acte terroriste anti-brésilien? Et finalement, comment pouvons-nous nous représenter les phénomènes d'émancipation et de libération? Est-ce uniquement l'apanage des dominants? Je vous remercie.